si je comprends bien, le trou noir, le trou de verre, etc. et l'énergie noire sont... Alors, le trou noir et le trou de verre sont utilisés comme des vecteurs, en fait, des moyens de transport circuler à l'intérieur de l'espace-temps de façon super lumineuse, plus rapide que la vitesse de la lumière, pour rejoindre des zones de temps reculé ou des temps futurs, etc. Mais existe-t-il la possibilité de voyager de façon différente? Et pour la raison suivante, vous le savez probablement, la description que propose la mécanique quantique de notre réalité est une description probabiliste. C'est-à-dire que la mécanique quantique se défait de l'idée de trajectoire, de faits physiques comme on peut connaître en physique classique, et introduit simplement une particule, non pas une trajectoire, mais une probabilité de présence. Elle a une certaine probabilité d'être à un endroit, et a priori sa probabilité d'être à plusieurs endroits à la fois. Cependant, quand on fait une mesure, on réduit ce qu'on appelle le paquet d'ondes, qui est cet objet mathématique qui décrit la probabilité, et la probabilité alors, et la particule alors, par exemple s'il s'agit d'étudier le mouvement d'un électron à travers des fentes, se trouve passer à tel endroit, et plus à tel autre endroit, alors qu'il avait une certaine probabilité d'être à un autre endroit. Et donc, là je vais vraiment très vite, mais on introduit par exemple l'idée de multivers, qui sont l'idée d'imaginer que cette réduction de paquet d'ondes, qui s'est passée d'une certaine façon dans notre univers à nous, aurait pu se passer différemment dans une autre univers. Le lien que va avoir cette notion avec la cosmologie, le scénario de formation de l'univers, va se produire aux tout premiers instants de l'histoire de notre univers, donc essentiellement, je le dis toujours très vite, pendant la phase d'inflation, la phase d'expansion phénoménale du tout début de l'univers. Cette inflation étant portée par une énergie particulière, un champ scalaire, une quantité particulière qui peut prendre des valeurs diverses en tout point de l'espace-temps, qui peut d'ailleurs être infini à ce moment-là, et qui est infini pour probablement. Et suivant la valeur qu'il a, on a un phénomène d'inflation différent en tout point, et donc un univers observable qui va émerger, qui peut être le nôtre, qui peut être un autre, qui peut tellement être différent, qu'il pourrait naître ailleurs, naître avec des grands guillemets, émerger ailleurs, avec d'autres dimensions, avec d'autres valeurs des constantes fondamentales de la physique, avec d'autres lois de la physique. Et donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est pourquoi on n'envisagerait pas, peut-être que ça existe, justement, c'est mon inculture qui me permet de le dire, la possibilité d'utiliser des trous noirs, des trous de verre, et on pourrait même trouver le lien avec l'énergie noire, qui nous permettrait non pas de circuler à travers l'espace-temps, mais de circuler à travers ces multivers et de passer d'un univers qui serait le nôtre, avec les lois de la physique, on peut plus ou moins bien les connaître, à un autre univers qui aurait plusieurs autres dimensions spatiales, qui aurait des lois de la physique différentes, qui aurait même un principe de causalité défini de façon différente, et où donc la question de est-ce que le principe de causalité est violé lorsque l'on fait un voyage dans le temps, ne se pose que dans notre univers à nous, mais peut-être pas dans un autre. Oui, ça a été traité dans plein de bouquins, dans Star Trek, c'était dans Next Generation ou Voyager. Enfin, une des saisons où justement il y a des ponts entre des réalités alternatives. Voilà. Mais c'est un. Oui. À peu près toutes les variations théoriques ont été explorées par la SF à ce niveau-là. J'en ai une autre si vous me permettez. Oui. Qui concerne cette fois aussi l'énergie noire. Tout à l'heure, en essayant d'expliquer rapidement ce qu'était l'énergie noire, je donnais trois grandes classes d'explication. Soit un substrat, il faut trouver la nature microscopique en tant que tel, mais tel qu'à l'échelle macroscopique, il aurait l'effet d'un fluide à pression négative. Une deuxième explication qui serait une modification des lois de la physique à très grande échelle, une correction, modification de la relativité générale, ce qui veut dire fondamentalement, c'est ça qui est intéressant, en science les choses sont construites, une violation du principe d'équivalence, c'est-à-dire expliquer pourquoi, alors que la relativité générale donne sens à ce fait, tous les corps tombent de la même façon. C'est le seul fait qui est nécessaire pour construire la relativité générale. C'est parce que tous les corps, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur densité, quel que soit tout ce qu'on peut imaginer, tombent de la même façon, que vous pouvez construire la relativité générale. Chose dans la vie. Si vous maintenant vous violez ce fait, vous imaginez que deux corps de densité différente ou de nature différente, du fer et du bois par exemple, tomberaient différemment, vous n'avez pas la relativité générale, vous avez une autre théorie d'infinitéité. Mais il y a une troisième explication, qui est ce qu'on appelle les univers inhomogènes. Alors, je ne parle pas là du fait de supposer que nous soyons dans une
position très privilégiée dans l'univers et donc des solutions très spécifiques de la relativité générale, mais d'un cadre d'explication de l'énergie noire qui nous semble plus intéressant, qui est d'expliquer que l'espace-temps que l'on suppose la plupart du temps dans les modèles de cosmologie standard, pour lequel vous êtes revenu justement cette deuxième explication que je viens de donner, est essentiellement homogène aux grandes échelles, des échelles suffisamment grandes, homogène isotrope, c'est-à-dire le même en tout point et en un point donné, le même dans toutes les directions. On sait, justement d'après la relativité générale, que si en quelque part je concentre de la matière, je risque de courber l'espace. Donc l'espace là où il y a de la matière, normalement, n'est plus homogène isotrope. Donc je peux me dire que ce phénomène de structuration, auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui fait intervenir la matière noire, tous ces problèmes sont liés entre eux, peut tout à fait modifier l'espace-temps lui-même, et on ne pourrait plus le considérer comme homogène et isotrope, c'est-à-dire réellement, ceci se passant à des échelles astronomiques évidemment, cosmologiques, le même en tout point et le même dans toutes les directions. Ce qui est intéressant alors, c'est que vous pouvez définir alors un domaine, une région d'espace, ou si vous vous contentez de l'observer et que le phénomène d'observation soit simplement un phénomène de moyenne, que je regarde en moyenne ce qui se passe, vous vous rendez compte alors que les équations d'Einstein, décrites dans ces univers inhomogènes, prennent une forme tout à fait semblable aux équations d'Einstein, décrites dans un univers homogène et isotrope, qui est le cadre standard, mais où vous avez dû ajouter deux termes. Un terme qui est lié à ce qu'on appelle la trois courbures, c'est-à-dire l'influence de la courbure de l'espace plongé dans un espace à 4 dimensions, et un terme qui n'est que donné en anglais, qui s'appelle back reaction, l'effet justement de la concentration de la matière sur l'espace lui-même, sur l'espace-temps et sur la courbure locale. Et que ces termes-là, si l'effet de la back reaction est suffisamment important, pourraient être en fait jouer le rôle de l'énergie noire que vous pensiez être un fluide remplissant l'univers. Donc en fait, l'accélération de l'univers ne serait que le résultat de la dynamique propre de l'univers et d'un biais observationnel qui nous le fait voir comme étant homogène alors qu'il est homogène. Ce qui est intéressant alors, et là on rejoint les multivers de tout à l'heure, c'est que ces domaines d'espace limités qui peuvent apparaître comme des univers homogènes ne sont qu'un domaine, une partie de l'univers. Et on peut parler alors de tout univers qui est la somme de tous ces domaines. Et où l'univers tout entier n'est pas la somme des parties, parce que la dynamique globale de l'univers n'est pas la dynamique d'un domaine en particulier. Et puis, chaque domaine peut avoir cette dynamique propre. Ça veut dire qu'un domaine peut avoir un Big Bang, un autre peut ne pas avoir de Big Bang. Un domaine peut être en expansion, un autre peut être au contraire en contraction, etc. On peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer dans le cadre pour notre univers. Là, à nouveau, il serait intéressant de faire intervenir les trous noirs, les trous verts, et d'utiliser donc ce schéma qui passerait par l'observation, donc le langage, pour essayer de passer dans ces domaines, et pour du même coup mettre en évidence un rôle au trou noir et au trou vert, mais également une explication à l'énergie noire. Il y a qu'un. On a des bouquins. Alors, sur le côté inhomogène, ou en tout cas, enfin, des régions de l'espace où, par exemple, des constantes fondamentales sont différentes. La vitesse de la lumière, par exemple, n'est pas à 300 000 km/s, mais plus courte, par exemple. Ça, c'est des auteurs comme Baxter, comme Stephen Baxter, juste en bas, c'est un spécialiste d'explorer ce type d'univers avec des constantes cosmologiques différentes. Dans le premier volume, ça s'appelle Temps, de ces univers multiples, il explore, d'ailleurs, il y a toute la fin, c'est le voyage d'un spationaute qui passe dans une sorte de portail, d'ailleurs, qui ressemble un peu à un portail de Stargate. Il va visiter comme ça des dizaines d'univers de poche, avec des constantes différentes, et donc il voit des univers qui ne durent qu'un quart d'heure, par exemple, parce qu'ils sont condamnés à s'effondrer sur eux-mêmes en permanence et à voilà. Justement, ça c'est très intéressant parce que ça pose la question fondamentale qui est de savoir si la physique est dans la valeur des constantes ou dans le rapport entre les valeurs de ces constantes. De mon point de vue, la physique est plutôt dans le rapport entre les valeurs de ces constantes, parce que si vous rescalez toutes les constantes, alors, je ne sais pas, si vous rescalez tous du même facteur, ça ne va pas marcher, mais vous pouvez par exemple en relativité, c'est pas la vitesse de la lumière qui est c'est son rapport avec des autres. Non, c'est le fait qu'il existe une vitesse qui
qui se trouve être la vitesse de la lumière, mais qui pourra en être d'autres. C'est pour ça que l'idée de penser qu'en relativité, il ne puisse pas y avoir des particules. Après, reste à savoir quelles sont ces particules. Mais des particules qui pourraient aller plus vite qu'à la vitesse de la lumière, c'est pas un problème. Il peut tout à fait y avoir des particules qui aillent plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Ce qui est clair, c'est que ces particules ne peuvent pas être constituées de masse comme on les connaît aujourd'hui. En fait, dans le formalisme standard, elles auraient même une masse, je dirais, complexe. Bon, c'est une chose un peu compliquée, mais le formalisme n'interdit pas les transformations de Lorentz, etc., qui permettent de décrire des effets tout à fait passionnants de la relativité, que sont la dilatation du temps, la contraction de la lumière, etc., n'interdit pas la qualité de la lumière. Mais en même temps, en tout cas, les récits qui mettent en scène, par exemple, des valeurs cosmologiques qui changent, ça on la trouve en SF depuis les années, je sais pas, 30. Il y a un récit de Jacques Spitz qui doit dater de 1938 ou 39. Cette question, c'est très intéressant parce que ça renvoie à ce qu'on appelle le principe anthropique. Il y a des formulations, je crois, un peu simplistes et fausses du principe anthropique, qui est de dire que si je modifie de façon epsilonesque, microscopique et constante de la nature, la vie ne pourrait pas apparaître. Parce que les lois de la physique expliquent que, par exemple, les atomes vont exploser, ou je ne sais quoi. Ça, c'est pas correct. Dans le cas de Spitz, c'était une manière d'explorer d'abord, d'introduire du fantastique dans la réalité quotidienne, puisque tout à coup on a ce qu'on croit être, c'est ça qui est intéressant avec les constantes, c'est qu'elles sont constantes normalement. Donc quand elles commencent à ne plus être constantes, le monde vacille sous nos pieds. Donc l'exploration justement de ce qui était absolu et qui devient relatif, en soi c'est intéressant. Et c'est aussi une des problématiques de la science, qui est d'avoir comme ça des théories qui expliquent tout. Et puis tout à coup, on a quelque chose le petit grain de sable qui fait que l'observation ne coïncide pas. Et c'est un truc tout petit. Mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sommes pas tout à fait dans cette situation-là. Et on reformule, et on doit reformuler une autre théorie qui est plus englobante. Voilà. D'accord, mais